Bonjour, je vais poursuivre mon chapitre 1, la culture au fondement de la coopération, culture et management. La dernière fois, je vous avais présenté les deux conceptions de la culture selon Thévenet, c'était mon grand 2. J'en arrive maintenant à mon grand 3, les conceptions alternatives de la culture. Alors il faut savoir que certains auteurs dans le champ des sciences de gestion vont adopter une position que je vais qualifier de médiane, d'intermédiaire. Ces auteurs vont penser qu'il est possible d'agir sur la culture d'entreprise, donc ils pensent qu'il est possible d'agir sur la culture d'entreprise, mais que c'est une action qui va se jouer dans le temps long. Pourquoi? Eh bien parce que les changements culturels, ce sont des changements qui se jouent généralement dans le temps long. Tous ces changements culturels vont impliquer toute une série d'apprentissages que vont devoir faire les acteurs. Des apprentissages individuels, des apprentissages collectifs et des apprentissages organisationnels. Donc par rapport au débat que j'avais présenté lors de ma dernière séquence vidéo, à savoir est-ce que l'on peut agir sur la culture d'entreprise pour améliorer la performance de l'organisation, rappelez-vous, j'avais dit que certains auteurs pensaient résolument oui, d'autres pensent que c'est quasiment impossible d'agir sur la culture d'entreprise. Les auteurs qui adoptent cette voie intermédiaire, cette troisième voie, cette position médiane, pensent eux qu'il est possible d'agir sur la culture d'entreprise, mais cela va se jouer dans le temps long, c'est-à-dire cela va avoir un impact, on va pouvoir mener une action managériale, mais qui va se déployer très certainement sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Je vous renvoie ici à tous les travaux, notamment qui ont été menés dans le champ de l'apprentissage organisationnel. Il faut aussi savoir que certains auteurs, il s'agit essentiellement de sociologues, certains auteurs vont aussi s'efforcer de déconstruire le concept de culture d'entreprise. Ce sont des auteurs qui n'adhèrent pas forcément à ce concept de culture d'entreprise. Ces auteurs, sociologues pour la plupart, pensent que la culture n'est pas un tout homogène, ou rarement. Ces auteurs pensent que la culture, c'est généralement quelque chose de fragmentaire, voire d'éclaté, notamment dans les grandes organisations. En effet, dans les grandes organisations, on peut voir cohabiter une multitude de cultures sans pour autant qu'il y ait une culture groupe, une culture d'entreprise au sens où l'entend Thévenet. Ces auteurs sociologues vont plutôt raisonner du coup en termes de sous-culture et d'identité professionnelle. Il y aurait par exemple, selon ces auteurs, des sous-cultures de métiers. Si je prends le cas de la SNCF, c'est très visible. Il y a d'une part la culture du personnel roulant, les agents de conduite, ceux qui conduisent les trains, qui sont sur une culture très axée sur la technique et sur la sécurité, sur la maîtrise technique. Et puis à côté du personnel roulant, il y a les agents qui sont plutôt au contact de la clientèle, les contrôleurs, les agents d'accueil, les agents de guichet, les agents d'escale, qui eux sont plutôt orientés sur une culture de type commercial. Et donc, au sein de la SNCF, fonctionnent effectivement différents types de cultures. Ce sont des sous-cultures. On peut aussi trouver des sous-cultures d'ateliers. Dans les usines notamment, il y a parfois dans certaines usines autant de cultures qu'il y a d'ateliers. On peut aussi trouver des sous-cultures qui renvoient aux appartenances statutaires. Il y a eu énormément de travaux qui ont été menés en sociologie sur les cols blancs et les cols bleus. Les cols blancs, les administratifs, les gestionnaires, les cadres. Les cols bleus, ceux qui sont à la production, notamment les ouvriers et les employés. Et ces deux groupes, il a été démontré que dans les organisations, ces deux groupes ont du mal à se mélanger. On peut aussi avoir des sous-cultures liées à des entités dans le cas des firmes multinationales. Un des auteurs de référence concernant les travaux sur les sous-cultures et les identités professionnelles, c'est Renaud Saint-Saulieu, sociologue français, qui a notamment écrit un ouvrage très important qui s'appelle « L'identité au travail ». Alors, au passage, l'existence de ces sous-cultures dont je viens de parler n'exclut évidemment pas l'existence d'une culture d'entreprise, l'existence d'une culture organisationnelle,
C'est-à-dire que parfois, dans une même organisation, on va trouver une culture d'entreprise, mais cette culture d'entreprise, elle a quand même un côté fragmentaire, puisqu'elle est composée de différentes sous-cultures. Mais on peut aussi trouver des cas où il n'y a pas véritablement de culture d'entreprise et où l'entreprise, d'un point de vue culturel, n'est qu'une juxtaposition de différentes sous-cultures. Il faut enfin savoir que la culture n'est pas qu'une variable interne. La culture, c'est aussi une variable externe. Pourquoi? Eh bien parce que toute entreprise, toute organisation évolue dans un certain contexte culturel. Il faut donc s'intéresser à l'environnement culturel dans lequel baigne l'entreprise. Le contexte culturel, c'est notamment le contexte national, le pays d'accueil de l'entreprise. Je vous renvoie à ce sujet aux travaux importants du sociologue Philippe Diribarne qui ont été menés sur les entreprises à l'international, ou je vous renvoie encore aux travaux d'Hofstede. Alors ça, c'est très important de comprendre qu'il y a des particularités nationales parce que cela va avoir un impact sur notamment les relations professionnelles et les pratiques de GRH. Prenons le cas des relations sociales. En matière de relations sociales, il y a des particularités nationales qui renvoient à la culture du pays d'origine. Par exemple, on a dans les pays d'Europe du Nord, ainsi qu'en Allemagne, des relations qui sont naturellement plus consensuelles. On se met facilement autour d'une table pour négocier. On a la culture du compromis. On cherche à trouver un compromis qui soit acceptable pour les différentes parties en présence. C'est lié bien évidemment à la culture du pays d'origine. Vous aurez remarqué qu'à contrario, en France, on a des relations sociales qui sont souvent plus conflictuelles, qui sont émaillées par des conflits. Ceci ne peut se comprendre qu'à la lumière de l'histoire. Cela renvoie évidemment à l'histoire des relations sociales propres à la France. Or, il faut savoir qu'en France, les relations sociales se sont construites dans une période très mouvementée, dans une période révolutionnaire. Donc, il faut prendre en compte la culture du pays d'origine. Mais la culture, cela peut être aussi la culture liée au secteur d'activité ou au métier exercé par l'entreprise. Par exemple, et cela peut encore une fois avoir un impact fort sur les relations sociales et les relations professionnelles. Par exemple, si je prends le cas français, en France, le secteur des transports publics est marqué par une forte conflictualité. D'autres secteurs, comme l'informatique par exemple, ou encore comme la grande distribution, où l'implantation syndicale est faible, eh bien là, à contrario, la conflictualité est plus faible, elle est moins marquée, elle se traduit par moins d'arrêts de travail et moins de grèves. Cela renvoie à des cultures liées au secteur d'activité. Pour résumer, et j'en arrive à mon point 4, résumé, pour résumer et pour terminer ce premier chapitre, on pourrait dire qu'il existe 3 niveaux d'analyse pour appréhender la culture d'entreprise. Le premier niveau, c'est le niveau que constitue le contexte externe. Je viens justement de vous en parler dans cette séquence vidéo. Le contexte externe renvoie à tous les facteurs de contingence culturelle qui vont peser sur les représentations et les comportements. Ces facteurs de contingence culturelle vont notamment peser sur les relations sociales, comme je viens de l'expliquer. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'entreprise, de l'organisation. Là, on peut dire que l'organisation est une culture, c'est la voie privilégiée par certains auteurs, ou on peut dire que l'organisation a une culture. C'est une autre approche qui est privilégiée par d'autres auteurs. On peut dire aussi, pour dépasser cette dichotomie, que l'organisation, c'est une communauté humaine productrice d'une culture. Une communauté humaine productrice d'une culture. C'est une définition de l'organisation et de la culture qui permet d'embrasser et de dépasser ces deux conceptions quelque peu opposées, quelque peu dichotomiques. Donc le niveau de l'entreprise ou de l'organisation, c'est le deuxième niveau. Et troisième niveau, c'est le niveau le plus fin, le plus micro, c'est celui que constituent les sous-cultures et les identités professionnelles en la matière.
Je vous renvoie notamment aux travaux de Renaud Saint-Saulieu et de Philippe Diribarne. J'ai terminé pour mon chapitre 1 qui portait sur les liens entre culture et management, la culture au fondement de la coopération. Et la prochaine fois, dans la prochaine séquence vidéo, j'aborderai mon chapitre 2, la coopération appréhendée à travers le paradigme du don. Au revoir.